Il y a des gens qui parlent de finance comme on parle de crypto, en couche abstraite, en promesses, en langage qui flotte vraiment loin de la vie. Et puis il y a ceux qui parlent de finance comme on parle du quotidien, en termes de besoins, de liens et d'utilité. Et Karim Essemiani appartient à cette deuxième catégorie. Il ne vient pas avec des punchlines, il ne cherche pas à convaincre à tout prix, il n'est pas là pour raconter une success story. Mais il fait partie de ces rares personnes qui nous rappellent ce que l'argent devrait permettre et ce qui l'empêche quand il est mal orienté. Il nous rappelle que financer, ce n'est pas spéculer, c'est choisir ce qu'on veut voir advenir. Et j'ai invité Karim dans Nouveau Récit parce que son parcours, comme sa posture, sont à rebours du storytelling dominant. Il n'a pas fondé une fintech pour lever des fonds, il a fondé Gweneg, une plateforme née d'une intuition simple. Et si on faisait circuler l'argent là où il est vraiment utile ? Pas dans des tableaux Excel à Dubaï, pas dans des trackers anonymes en bourse, mais dans des solutions d'éclairage pour le bien-être animal, dans le développement de cultures et de transformation d'algues dans le Finistère, bien encore dans des plantations d'arbres ou d'espèces végétales. Dans les mains, en somme, de celles et ceux qui font vivre nos territoires. Donc ce soir, on va parler de finances qui respirent, d'argent qui circule, autrement de projets qui tiennent debout parce qu'ils tiennent aux gens. Mais surtout, on va parler d'une conviction rare que l'on peut encore bâtir du commun avec de l'épargne, du temps et un peu de discernement. De cette finance qu'on croyait perdue mais qui est déjà notre prochain terrain de résistance. On va parler d'épargne, de pouvoir, d'engagement, mais aussi de doute, de lenteur et de construction. Karim ne cherche pas à être une icône, enfin je crois. Il cherche à être utile et à comprendre pourquoi et comment l'être utile ici et maintenant. Ce soir, on parle d'économie réelle, mais aussi d'imaginaire, parce qu'il faut bien rêver un petit peu pour réinvestir ce mot, réel. Bienvenue dans Nouveau Récit, installez-vous, ça commence maintenant. Tu vois, les nouveaux récits. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit. C'est vrai que Nouveau Récit, ça va pas C'est important pour le chemin qu'on a à faire. Nouveau Récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont nouveaux, ces récits. Ça va ? Ça va. Je n'ai pas dit trop de bêtises. Ah non, c'était tout à fait juste. Qui es-tu, Karim Essemiani ? Est-ce que tu pourrais, avec tes mots, te décrire, mais pas en te décrivant en disant l'école que tu as faite ou le CV qui est le tien. Essayer de me parler, par exemple, d'une odeur, quelque chose qui te vient en tête et qui pourrait traduire un peu ta personnalité et qui tu es. S'il faut retenir ou s'il faut parler d'une odeur, probablement, c'est l'odeur du café qui se prépare dans les anciennes cafetières italiennes, parce que je suis né à Alger. Et je me réveillais systématiquement quand ma mère préparait le café du matin. Et on entendait ce petit bouillonnement de l'eau qui sort de la cafetière et cette odeur de café qui se dégageait dans notre appartement. Et étant un buveur de café, c'est vrai que c'est cette odeur qui me caractérise, puisque ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle aussi d'où je viens. Il est important aussi d'avoir de l'humilité dans ses parcours et de savoir d'où on est venu et pourquoi est-ce qu'on est là. J'ai le principe de dire qu'on est des passagers clandestins sur la planète Terre, qu'on emprunte simplement à nos enfants. Et donc l'idée, c'est d'en faire un bon usage sur cette durée très limitée en tant que passagers clandestins. On parle beaucoup d'immigration illégale, mais en fait, nous sommes tous des immigrés illégaux sur cette planète. Donc on est des usagers. Il faut en faire un bon usage sur le peu de temps où nous y séjournons. C'est marrant parce que j'ai vraiment un truc très commun avec mes invités à Nouveau Récit, c'est que bam, ils commencent fort. Boum, les pieds dans le plat. Mais c'est vrai. Et tu as la particularité, effectivement, d'être né en Algérie. Tout à fait. Je vais raconter un petit truc. Moi, je suis pas né en Algérie. Je suis d'origine algérienne. Enfin, quand on me dit de quelle origine tu es, un jour, je jouais au golf. J'étais dans un golf en Sologne, à Sully-sur-Loire. Et je faisais une compétition avec un vieux comte. Et il me dit, ah, mais vous venez d'où ? Je dis, je suis originaire de Gien, une petite ville à côté, pas loin. Non, mais vous venez, enfin, comment ça ? Mais vous venez d'où ? Et je comprenais pas, en fait. Je dis, non, mais Fouad, c'est pas français. Ah, ok, mais en plus, moi, vraiment, j'y croyais pas, en fait, à son histoire. Je comprenais pas, moi, je viens de Gien. Je dis, ah, ok, mes parents viennent d'Algérie. Je viens d'ici, moi. Je viens de la région centre.
Tu vois. Donc, quel est, toi, ton rapport à la racine? C'est intéressant. Souvent, je suis peu interpellé finalement sur mes origines, mais souvent en introduction dans les échanges, j'aime bien dire Karim, c'est originaire du Finistère Nord. C'est très très nord. Et c'est Alger, en fait. Et quand les gens sont un petit peu interpellés, j'aime à rappeler que les frontières et les parcours ne sont que l'image, ne sont que le reflet de ce qu'on veut nous-mêmes donner. J'ai eu la chance, effectivement, de grandir en Algérie. J'ai passé une première Jusqu'à partie quel âge? de ma vie jusqu'à 20 ans. J'ai vécu en Algérie jusqu'à 20 ans. J'ai fait une première partie de mes études en Algérie. Et comme j'étais un brillant élève, j'ai réussi à obtenir une bourse d'études et j'ai poursuivi mes études en France où j'ai intégré une grande école, l'INSA Toulouse. Ouais. Et en fait, mon parcours, qui est plutôt un parcours de globetrotter, m'a juste amené sur la trajectoire France pour poursuivre ma scolarité. Et je pense que ma trajectoire professionnelle aurait pu aller en Amérique du Nord très probablement, où j'avais déjà des contacts avec des universités pour poursuivre mes études. Et j'ai juste eu un petit caillou dans mon parcours quand j'étais dans le sud-est de la France et que j'ai rencontré une Bretonne. Et c'est ce parcours-là qui a fait qu'on a commencé à se projeter pour vivre ensemble et d'abord en France et par la suite, et je pourrais l'expliquer, venir atterrir en Bretagne une vingtaine d'années plus tard. Ah, formidable. Elle est d'où de... Finistère Sud, pour le coup. C'est une vraie Finistérienne, c'est une vraie bigoudaine. Dans le monde du financement, c'était bien de se marier à une bigoudaine pour être sûr qu'on avait un bon usage de son épargne locale. Excellent, excellent. Donc, tu as fait l'INSA Toulouse, tu t'es d'une formation ingénieur, plutôt matheux. Tu as toujours été avec cette caractéristique. On aime bien faire une distinction entre les cerveaux plutôt créatifs et ceux qui sont quand même plutôt... En fait, c'est intéressant. Je suis très structuré mentalement. Je suis un matheux. Et plutôt, c'est pour ça, d'où la formation ingénieur. En fait, j'ai fait un 3e cycle et pareil, je suis très discret sur mes diplômes parce que j'en fais vraiment pas une affaire pour moi. Et j'ai vécu 5 ans en fait aux États-Unis en contrat local et j'ai été à la vraie école de la vie professionnelle que je considère les États-Unis où là-bas on dit vous pouvez monter très vite comme vous pouvez tomber très rapidement. Et l'idée, ce sont les compétences et pas les diplômes. Il n'y a pas ce culte des diplômes. Donc j'ai un diplôme d'ingénieur en génie des procédés industriels, mais j'ai fait un 3e cycle également en mécanique des fluides. J'étais enseignant-chercheur aussi à l'université. Et ce côté enseignement, 3e cycle, ça amène à un raisonnement qui est cartésien, qui est cohérent, qui finalement s'est révélé extrêmement salutaire dans les étapes de création de l'entreprise et de ses différents pivots. Donc l'esprit scientifique cartésien est un élément important. Par contre, l'esprit créatif est extrêmement important également. Et je suis un curieux par nature. Donc j'aime bien aller chercher des choses que je maîtrise pas et que je connais pas et je m'intéresse à beaucoup de choses, ce qui permet également de venir compléter ce côté extrêmement rigoureux et strict qui empêche finalement de sortir des chemins tout tracés. Ouais, donc tu te considères quand même plutôt pour un généraliste. Ah, tout à fait, et j'ai l'humilité de dire je suis un généraliste. D'ailleurs, je suis pas un spécialiste de la finance, je suis devenu par la suite, mais j'ai surtout compris rapidement qu'il fallait s'entourer de spécialistes. Mais être en capacité d'identifier ses compétences et surtout ses lacunes était salutaire, alors qu'un spécialiste va se mettre des œillères et ne va pas forcément voir un certain nombre de choses. C'est la différence entre... c'est la particularité quand on conduit une entreprise. C'est vrai qu'on s'interroge toujours, je ne sais pas, en fait, pour EDF, est-ce qu'il faut mettre un ingénieur en fusion nucléaire pour conduire une telle entreprise? Est-ce qu'il faut avoir, je ne sais pas moi, un auteur primé pour gérer une maison d'édition? Tu vois. Donc, tu penses déjà, toi, que dans le profil d'un dirigeant d'entreprise ou dans un entrepreneur, il faut plutôt être un généraliste plutôt qu'un spécialiste? Question intéressante. Encore une fois, je parlerai pas de mes différentes expériences professionnelles, mais celle qui m'a le plus marqué aux États-Unis, où j'étais responsable commercial d'un portefeuille client en B2B qui était assez conséquent, j'étais confronté aux commerciaux américains. Et ils ont cette humilité de dire on n'est pas des experts. En fait, on connaît rien à notre métier. Et d'ailleurs, ça tombe très bien parce que cette méconnaissance de notre métier nous permet de se concentrer sur une seule chose, l'écoute du client et de son besoin. Et cette démarche, en fait, je pense qu'une des capacités d'un dirigeant, c'est surtout pas être l'expert de son métier, être en capacité d'écouter,
d'écouter les besoins du marché, écouter les besoins des partenaires de l'écosystème. Mais surtout, pour moi, un dirigeant, c'est déjà un couteau suisse, être en capacité d'appréhender de sujets de ressources humaines, de management, de stratégie, des enjeux peut-être un peu techniques. Et cette diversité de compétences est pour moi un élément clé. Un dirigeant, de facto, va chercher que sa zone de confort. Je sais juste le produit technique, j'aime bien juste les tableaux de bord financiers, etc. La diversité est un élément hyper important. Par contre, une des fonctions clés que je considère critique pour un dirigeant, si on n'est pas commerçant, on ne peut pas être dirigeant. Et je dis bien commerçant et pas commercial. Pour moi, un dirigeant doit être d'abord un vendeur de tapis. Un vendeur de tapis. Je donne le meilleur exemple pour moi. Un dirigeant est un boucher charcutier qui se lève tous les matins, qui se dit, de toute façon, voilà ce que j'ai fait l'année dernière. Si je fais pas mon chiffre, c'est que j'ai un petit souci. Donc, c'est une start-up aussi, une petite boucherie où il y a 5-6 personnes. Ça fait pas de l'innovation. Par contre, ça fait du chiffre d'affaires. Ça a des charges en face. Et le dirigeant, il sait pourquoi il se lève tous les matins. Et donc, cette capacité à aller chercher le client, être au service, répondre aux besoins, c'est extrêmement critique. Et je pense qu'on vit dans un monde un petit peu trop feutré, doré. On a la posture de moi, ce que j'appelle les CEO, des startups. Et nous, s'il y a un mot qui est banni, c'est startup et c'est CEO. T'es dirigeant d'une TPE et t'es le meilleur commerçant et pas commercial. Parce qu'un commerçant, il va chercher à vendre un produit, un service, d'abord pour couvrir ses charges, ensuite pour rémunérer peut-être ses actionnaires. Mais si je couvre pas mes charges, c'est déjà un blasphème. Comment je peux envisager de continuer à avancer si déjà je sais pas comment je vais payer mes charges? Et donc les payer, c'est avec du chiffre d'affaires, c'est pas la levée de fonds ou du financement bancaire. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant parce que là, tu fais face... Tu vas presque un peu trop vite. Tu vas presque un peu trop vite parce que c'est un sujet, moi, qui me tient très à cœur. C'est celle de la question de la rentabilité versus, effectivement, la scalabilité. Pour être scalable, il faut aller vite, il faut lever des fonds, il faut aller tuer le marché. Et on peut pas être rentable. Et la rentabilité, c'est effectivement d'abord avoir un chiffre d'affaires qui nous permette de tirer à la fin de l'exercice un petit revenu et de montrer que finalement le modèle économique est solide parce que des personnes ont besoin de nos services et qui n'achètent pas ces services parce qu'au final ils ont un prix sursubventionné. Donc je pense qu'on a déjà ici en fait une petite distinction de la manière dont tu vois l'entrepreneuriat. Peut-être que tu considères, c'est ce que tu viens de dire un petit peu en substance, que le fondateur de start-up, d'une certaine manière, c'est pas la définition pure et parfaite de l'entrepreneuriat que tu as. Mais comment toi, es-tu déjà devenu entrepreneur? Comme je le disais, je suis né en Algérie, des parents fonctionnaires. Mon écosystème était décorrélé du monde de l'entrepreneuriat. Arrivé en France, terminé ses études, j'ai intégré le groupe Veolia où j'ai travaillé chez eux quasiment une quinzaine d'années. 5 ans en France, 5 ans en Amérique du Nord, en soutien à des filiales en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Et après, un retour en France pour un soutien aux filiales internationales du groupe Veolia. Donc beaucoup de déplacements, pas mal d'activités en B2B. Par contre, environnement Veolia, boîte française, côté CAC 40, pareil, aucun écosystème entrepreneurial dans mon entourage. Et en fait, le projet Gweneg est simplement né de l'idée d'Isabelle, mon épouse, qui est bretonne, de vouloir un jour rentrer en Bretagne. En fait, les Bretons, ils ont pour avantage, c'est de vouloir voyager aux quatre coins du monde, les hommes et les femmes. Et c'est les meilleurs commerciaux, d'ailleurs, de la Bretagne, parce que systématiquement, ils reviennent avec dans leur valise un chéri ou une chérie. Et en général, c'est plutôt des profils ramenés de l'autre bout de la planète, avec des choses quand même qui sont intéressantes pour la Bretagne. D'ailleurs, je le dis parce que c'est intéressant. La Bretagne est une terre d'accueil de compétences pluridisciplinaires. D'origines diverses et variées. Et c'est pour ça que le métissage a du beau, c'est du métissage d'abord de compétences. Souvent, on fait le raccourci quand on parle de métissage, plutôt culturel et plutôt les origines, alors que la plus-value venue de l'autre bout de la planète est hyper enrichissante pour le territoire. Et j'ai rejoint une structure qui s'appelait Bretagne International, qui aujourd'hui s'appelle Bretagne Commerce International. D'accord. Donc ça, c'était suite à l'envie de mon épouse de revenir s'installer en Bretagne. Et au sein de cette structure, mon rôle était de faire valoriser la Bretagne auprès de sociétés étrangères internationales pour les inciter à venir s'installer ici. Les investissements directs étrangers. Donc j'ai fait ça pendant 2 années où j'ai rencontré beaucoup de groupes internationaux en vantant l'attractivité des écosystèmes. Et j'étais confronté à une situation paradoxale où beaucoup d'entreprises bretonnes avaient du mal à exporter à cause des difficultés de financement.
Et ça m'avait vraiment interpellé en disant c'est bizarre, on a un écosystème en Bretagne qui est intéressant, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises avec des capitaux familiaux, une culture identitaire forte en Bretagne, on est fiers d'être bretons. Et je dirais même les néo-bretons comme moi sont encore plus radicaux que les bretons parce qu'on vient de l'autre bout de la planète et on sait toute la beauté et l'attractivité de ce territoire. Quand on dit un jardin suspendu sur la mer, un breton perçoit à peine ce que ça veut dire. Mais quand on a vécu dans d'autres endroits, on sait la valeur de se réveiller tous les matins en ayant ces paysages-là, en étant à moins d'une heure de route face de certains paysages où la bienveillance et la solidarité des gens, ça, il faut aller voir ailleurs pour se rendre compte. Et tant qu'on l'a pas fait, on le perçoit, mais on perçoit juste la croûte superficielle. Tout ça pour dire, face à cette situation où j'ai vu que dans les entreprises avaient du mal à exporter à cause des difficultés de financement, j'ai pris une décision de reprendre mes études. Et j'ai fait une formation axée sur la finance dans une belle école française en 3 lettres. Et ça m'a donné envie de donner du sens à mes actions. Dit en d'autres termes, après 15 ans chez Veolia, j'avais un salaire que j'aurais jamais. Je pense pas que à la fin de ma carrière, j'aurais le salaire que je touchais chez Veolia. Ouais. J'avais un train de vie qui était très bien. Et par contre, il me manquait quelque chose qui m'animait, en tous les cas, qui me permettait de me regarder dans la glace différemment. Et quand j'ai fait le constat que on était dans un territoire hyper attractif, où il y avait une vraie solidarité entrepreneuriale, où le nombre d'associations était extrêmement important, où il y avait une culture identitaire qui est extrêmement forte, je me suis dit c'est le moment ou jamais de mobiliser des Bretons pour financer l'économie de leur territoire. Ça serait juste dommage de pas le faire. C'est un territoire qui est cohérent. L'idée de créer une entreprise dédiée à ça, Gweneg, qui veut dire petit son breton, en fait, c'était une conviction personnelle. J'ai eu aucune personne autour de moi qui m'a dit « vas-y, crée Gweneg ». Et je me suis juste dit « il faut le faire ». Et ma première réaction, c'était d'approcher plutôt des acteurs nationaux en disant bah on va essayer de les inciter à venir s'installer en Bretagne. Entreprise parisienne avec une envie plutôt jacobine. Non, envoyez-nous tout à Paris, on traite la Bretagne de Paris, etc. Et donc le choix de dire je crée Gweneg, c'était une conviction personnelle de vouloir donner du sens à mes actions. J'ai créé Gweneg à l'âge de 34 ans. Et l'idée, c'était de dire Karim, si tu vas te voir dans la glace dans 20 ans, tu vas devoir faire un bilan. Et c'est vraiment, non pas que ce soit sincère, mais c'est une conviction de tous les jours. Et à un moment, tu te poseras une question qui me fait jusqu'à présent toujours peur. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Et qu'est-ce que tu as fait de ta vie quand tu as travaillé chez Veolia pendant 15 ans et que tu as bien gagné ta vie ? De dire j'ai gagné plus de contrats pour le groupe, c'était pas une fin en soi. Veolia a une mission. Ah, tout à fait. Et la particularité de Veolia, c'est d'avoir une mission qui est quand même plutôt contributive. Complètement d'accord avec ça. Mais il manquait cette petite flamme en moi. Et sur un territoire comme la Bretagne, en disant qu'est-ce que tu fais toi personnellement par rapport à un territoire, par rapport à des entreprises, par rapport à des entrepreneurs qui prennent des risques tous les jours en se levant le matin, en prenant des décisions qui peuvent mettre en péril potentiellement l'entreprise, en disant il faut absolument qu'on puisse venir compléter la palette d'outils de financement qui sont les banques, les fonds d'investissement, les clubs de business angel, des prêts d'honneur, etc., en mobilisant les Bretons. Et cette démarche de dire il faut donner la chance aux Bretons de participer à la création des emplois locaux, pour moi, c'était une vraie révélation et c'est vraiment une mission qu'on s'est fixée dès le premier jour et c'est notre quotidien aujourd'hui. Ouais. Donc, créer Gweneg sans écosystème, oui. Sans recul, certainement oui. Mais à un moment donné, c'était être dans le déni de la réalité parce que la conviction profonde de faire quelque chose de bien et de bon. Et on aurait échoué, c'est pas grave, mais j'aurais tenté. Et ça, je voulais pas avoir le regret de dire t'as pas fait ça. Et je pense que j'ai choisi, sans le vouloir, le chemin le plus difficile. Mais c'était un chemin jouissif, parce qu'il donnait du sens. Et avoir du sens dans une période compliquée, il n'y a rien de plus précieux. Est-ce que c'est le profil que tu retrouves auprès des entrepreneurs qu'aujourd'hui tu finances ? Je fais cette petite aparté, bien qu'on aura vocation ensuite à parler de Gweneg et de ce que tu fais, de ses missions, etc. Mais on comprend tous, Gweneg participe aussi au financement d'initiatives entrepreneuriales locales. C'est forcément porté par des entrepreneurs. Est-ce que c'est un déterminant commun que tu retrouves chez tes
En fait, on va vraiment Clients. on va retrouver deux catégories chez les entreprises qu'on a pu rencontrer. Nous, on rencontre en moyenne entre 200 et 300 entreprises par an. On finance un peu moins d'une trentaine, mais ça donne aussi un spectre d'exposition à des dirigeants et des dirigeantes d'entreprise. On a vraiment deux profils. On a un profil, je veux créer une entreprise parce que ça fait bien sur le CV, parce que je sors de mon école d'ingénieur, école de commerce, et la Startup Nation est quelque chose de bien. Et ça, en général, ça coche peu les cases. On est vraiment dans les postures où on a une idée, un produit, un service, et on est sur un schéma où la durée, probabilité de réussite du projet est très faible. Mais on a en face de ça des gens, et statistiquement plutôt des gens qui ont une expérience en tant que salariés et qui vont avoir une idée, un sujet, un projet, qui vont vouloir creuser et porter ça. Et là, ces gens-là, ils vont porter des projets entrepreneuriaux parce qu'ils ont la conviction de faire quelque chose de bien et d'important. Et effectivement, c'est un déterminant commun qu'on retrouve chez beaucoup de dirigeantes, qui est de dire « j'ai la conviction de faire quelque chose qui est bien, qui est bon, et je pense apporter une solution à une problématique ». Et s'il n'y a pas cette conviction, le dirigeant ou la dirigeante n'est pas dans le déni de la réalité. Et pour moi, c'est une très forte caractéristique positive que de se mettre des œillères quand ça va mal. Quand ça fume trop, c'est pas bien, mais quand ça va mal, d'être dans le déni, de pas voir le mur, c'est une force parce qu'on a cette conviction. Il n'y a que la conviction qui permet de se mettre les œillères. Sans conviction, on voit que le mur et les problèmes, donc on peut baisser les bras rapidement. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que pour moi, entrepreneur, c'est un peu comme politique. Je sais pas si on peut dire qu'entrepreneur, c'est un métier. Même si, évidemment, en fait, un responsable politique tire sa légitimité d'un mandat, donc il n'a pas vraiment de rémunération, il doit rendre des comptes en fait à ses électeurs, mais entrepreneur, c'est un petit peu la même chose, c'est tellement dur, c'est tellement difficile. Quand tu te lèves le matin pour gérer ta boîte, t'as quand même plus d'emmerde que satisfaction. Donc le peu de satisfaction doit être extrêmement important en termes d'intensité par rapport au volume d'emmerde que l'on a. Donc c'est pas vraiment pour moi un métier. Néanmoins, et je reviens sur ce concept-là de la difficulté à mener à bien un projet, à se dire en fait que pendant un certain nombre de temps, on va quand même se mettre aussi entre parenthèses. Entre parenthèses parce que, in fine, l'entreprise, c'est une entité vivante. Comme une plante, comme un enfant, comme un humain. Si on a envie que cette entité progresse, se développe, il faut pouvoir y consacrer aussi un bon paquet de son temps. Comment toi tu vis ce rapport justement à la difficulté de l'entrepreneuriat, à ce côté un peu organique de l'entreprise. D'ailleurs, on parle bien de développement organique quand on parle de développement, en fait, par le chiffre d'affaires en termes de l'entreprise, tu vois. Et donc, tu l'as évoqué sur le terme de conviction. Est-ce que tu penses que quand on monte une boîte, une entreprise, celle-ci, à quasi 100%, devrait mener une mission d'intérêt général ou doit participer au bien commun? Je commence par répondre à la deuxième question, je reviendrai à la première question parce que c'est plus facile. Pour moi, il y a deux éléments. C'était, je crois, Bill Clinton qui avait dit « It's about economy, stupid » quand on l'avait interpellé. Et une mission d'intérêt général, oui, à condition qu'il y ait deux postulats qui soient respectés. Une entreprise doit couvrir ses charges. Donc, elle doit générer un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir des charges. Une entreprise doit également être en capacité de rémunérer d'une façon directe ou indirecte ses associés. Ça ne veut pas dire verser du dividende, mais en tous les cas, il y a une logique de création de valeur. L'alignement des planètes, des intérêts, c'est quand l'entreprise est en capacité de couvrir ses charges, rémunérer potentiellement ses actionnaires et avoir une mission d'intérêt général. Les projets à impact, etc. Si on commence par un projet à impact sans fondement, sans un fondamental économique, financier de l'entreprise, solide, c'est voué à l'échec. On voit, et j'aime pas trop le dire, mais des entreprises de l'économie sociale solidaire avec des modèles, avec des effets leviers de subvention qui peuvent être trop importants. On voit bien que dès que l'effet levier du financement via de la subvention, il diminue, ça met en péril les projets. Donc, la robustesse des modèles économiques des entreprises, la robustesse de l'approche vis-à-vis de la couverture des charges, de la rémunération de ses associés, permet une pérennité beaucoup plus importante pour les entreprises qui sont alignées sur des missions à valeur et missions à impact. C'est plutôt ça. En fait, je dirais, il faut avoir ça, mais s'il n'y a pas les deux premiers postulats de base, le trépied tient pas. Parce que sur une chaise qui a 3 pieds, si 2 sont bancales, si on n'a qu'une seule, ça tient pas. Donc ça, c'est le premier élément. Et sinon, en fait, on monte une asso et c'est très bien ainsi. Voilà, exactement. Donc, ça reste important de se positionner là-dessus. Par rapport à la première question, je parlerai d'abord sur mon expérience personnelle quand j'ai créé Gwenag et ensuite sur ce qu'on voit avec les entreprises. Tout à l'heure, je parlais du déni de la réalité. Il y a un deuxième élément.
si on n'est pas résilient, et la résilience est une force, c'est très compliqué. Dit en d'autres termes, l'école de l'entrepreneuriat n'existe pas. On n'apprend pas à être entrepreneur à l'école. Et encore moins en France. On est moins exposé à ces notions-là. Ce qui veut dire qu'un entrepreneur, il va apprendre à être confronté à la réalité de l'entreprise qu'une fois qu'il aura créé sa boîte ou repris sa boîte. Et là, c'est un choc, c'est une claque. Mais une claque, mais monumentale. On m'aurait posé la question en disant avant, voilà ce qui va se passer, voilà les situations auxquelles tu auras été confronté chez Gweneg, est-ce que tu veux y aller ou pas? J'aurais pris le temps de la réflexion. Ouais. Ça ne veut pas dire que j'aurais dit non. Mais j'aurais dit, ça, j'avais pas anticipé ça. Je donne juste 2 exemples dans le parcours de Gweneg. À plus d'une reprise, quand on était en phase de création, on était avec des niveaux de trésorerie extrêmement bas, puisqu'on devait avoir des agréments, décalages, etc. Et il y a eu des choix qui étaient pas simples. Hein. On a fait des levées de fonds, on a fait des prêts d'honneur, et ça, c'était très bien. Mais les choix pas simples, où moi, à plus d'une reprise, je me suis pas rémunéré, et j'étais le salaire le plus faible de l'entreprise. Mais je le dis pas parce que je suis fier, je le dis parce que pour un chef d'entreprise, la notion du sacrifice, elle est juste élémentaire. S'il se pose la question si je dois me sacrifier ou pas, il n'est pas fait pour être chef d'entreprise. C'est une certitude. En tous les cas, la notion de résilience, elle est importante. Donc, quand on est entrepreneur, la première des questions qu'on doit se poser, c'est est-ce que dans mon environnement familial, mon conjoint, ma conjointe est salarié, on a un revenu minimum qui permet de couvrir les charges de la cellule familiale, parce que sinon on peut se mettre en danger personnel. Et moi, c'était mon épouse sur plusieurs mois, voire sur quelques années, où elle couvrait avec son salaire les besoins et que moi, de toute façon, j'étais la variable d'ajustement au sein de l'entreprise. Ouais. Et c'était tout à fait normal. Et quand je vois, moi, aujourd'hui, des chefs d'entreprise qui font des levées de fonds et qui, dans les business plans proposés, se versent des salaires mirobolants, je trouve que c'est une hérésie dans la posture. C'est même pas une hérésie dans l'analyse financière, parce que déjà, il y a une ligne rouge de franchie. Mais comment peut-on être droit dans ses bottes en se disant « je me mets pas en danger et je mets en danger des nouveaux investisseurs et des entreprises ». Donc, la résilience, c'est cette capacité à faire face aux dangers, aux aléas, et d'être en capacité de se sacrifier. Si l'entrepreneur n'est pas en capacité de le faire, ou se sent pas le courage de le faire en disant « bah non, je peux pas », il faut pas être chef d'entreprise. Chef d'entreprise, c'est le couteau suisse, mais c'est aussi le premier à prendre le fusil, à aller au front. Hein. Il n'est pas derrière. Ouais, absolument. C'est là où on arrive, tu sais, à ces concepts où tu dois choisir à un moment donné entre est-ce que tu es persévérant ou un peu tête brûlée. Tu sais que tu pars au suicide là, mais tu continues quand même, qu'il faudrait juste arrêter. Voilà, à partir de quel moment on franchit un peu cette étape. Moi, je le vois, je le comprends. Précis. C'est une agence éditoriale, c'est celle que j'ai fondée en 2021. En 2021, c'était une année un peu pour voir, me disant, je teste le modèle, justement. Est-ce qu'on a besoin de moi? Est-ce qu'on a envie de mon expertise? S'il y a 1 ou 2 clients qui font appel à moi, je me dis, bon, il y a un petit signal faible, je vais y aller. Mais évidemment, quand on porte des projets, une entreprise, même si ici, il s'agit de services, en règle générale, on remet au pot. On investit, on recrute, comme ce studio, et nouveaux récits, oratures, des podcasts en fait que je développe qui me demandent vraiment beaucoup d'argent. Et je me fais très très souvent la remarque que moi je ne veux pas être freelance. Si je voulais être freelance, ce serait une toute autre question. Je vends des services, j'encaisse, c'est mon salaire, je paie des charges sociales, et très bien. Bon, moi je veux développer une entreprise. Je veux recruter, proposer en fait un service toujours plus grand et surtout un service toujours plus utile. Bon. Mais je me fais la remarque, sans lever de fonds, parce que je n'ai jamais levé de fonds, je fais tout ça from scratch et en autofinancement, eh bien, sans une femme qui me fait confiance, qui me soutient, et qui a effectivement en fait une rémunération qui permet d'être solide et de s'y consacrer, c'est foncièrement pas possible. Ou alors c'est possible pendant 2 ans parce qu'on a l'assurance chômage, et puis au bout de la 2e année, on ne s'est pas encore versé de salaire. Donc finalement, on retourne sur le marché du travail et on arrête cette aventure entrepreneuriale. Eh bien, ça, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas le confort ou ce luxe de se lancer dedans. Okay. Est-ce que c'est des choses que toi, tu évalues dans ce qu'on vient de voir et on te dit, bon, j'ai une boîte à monter, j'ai besoin de toi, tes conseils, mais aussi de ton argent? On dit souvent qu'on évalue d'abord le fondateur ou le porteur de projet avant d'évaluer même son business, que tu as évoqué dans les critères hyper intéressants que tu as. Voilà. Comment toi, tu identifies la qualité, la viabilité ou l'intérêt de ces porteurs de projet? Je vais souvent faire des références à des citations en anglais de par ma vie aux États-Unis, mais les Américains ils aiment bien dire un des éléments clés, skin in the game.
Est-ce que tu mets ta vie en danger ou pas? Qu'est-ce que tu mets? Est-ce que tu mouilles le maillot? Et skin in the game, pour moi, c'est très révélateur. C'est la peau, c'est la partie la plus sensible. Tu te mets à nu, tu te mets à vif. Et ça, c'est un élément hyper important. Si le dirigeant mouille pas le maillot, il crée une boîte capital social 1 000 € et que il a mis 3 ou 4 000 € dans le projet, il veut lever 500 000 à 1 million. Disant, mon ami, faudrait que tu prennes toi aussi ta part du risque. Hein. S'il arrive en se payant un salaire, même qui peut paraître basique, mais en se disant, bah non, la variable d'ajustement, ça va être 3, et plutôt un focus avec une mission très opérationnelle et pas seulement du management des hommes. Ça, c'est effectivement les signaux éliminatoires. Pour nous, la posture du dirigeant, c'est 50% de raison de refus d'un dossier. Un dossier sur 2 chez Gweneg est refusé de par cette posture du dirigeant parce que par rapport... Donc on voit bien que la posture de l'homme et de la femme, elle est importante. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans la posture, ce qui va nous importer, en réalité, et pareil, une autre citation que je me suis appliquée moi-même quand j'ai créé Gweneg, c'est fail quickly, success quickly. C'est-à-dire, soit en capacité d'être dans le déni de la réalité, parce que c'est important d'avancer quand le vent souffle et que c'est un vent contraire. Par contre, soit en capacité de dire ça marche pas, je pivote ou je change l'approche. Et quand je trouve un modèle où ça marche, j'accélère très vite. Et sans cette capacité, la stratégie c'est bien, mais la stratégie sans mise en œuvre opérationnelle réussie, c'est un échec. Dit en d'autres termes, il faut tester. Si ça marche pas, tout de suite on arrête. Et c'est là où le déni de la réalité est important. À ce moment, il faut être réaliste. Par contre, si ça marche, ça prend plus de temps ou ça met du temps, faut être dans le déni de la réalité parce qu'il veut dire faut continuer à avancer. Donc cette notion de se remettre en question rapidement et d'être agile, c'est un élément clé. Et là, ce qui est révélateur, c'est les postures, c'est le savoir-être plus que le savoir-faire. C'est le savoir-être, c'est l'écoute, c'est la démarche. Et s'il n'y a pas la conviction profonde, on va pas être dans le déni de la réalité qui est la juste dose nécessaire de verre de scotch. Mais si on vient derrière chercher un peu plus en disant, je peux me remettre en question rapidement, je peux aller, ça, c'est hyper important. Et cette notion de je me remets en question rapidement, c'est soit j'ai cette ouverture d'esprit, soit j'arrive à m'entourer d'anges et pas de business angels, de angels, des gens qui vont être dans la bienveillance, mais dans la bienveillance qui peut être violente. Dit en d'autres termes, les poils à gratter qui vont dire ça c'est pas bon, fais attention. Et dans ces environnements-là, un dirigeant qui est pas conseillé ou entouré des gens qui vont être dans la bienveillance sans complaisance, c'est dangereux parce qu'il verra que ce qu'il voudra voir et ça peut être dangereux pour lui. On parle là de l'isolement de l'entrepreneur. Le fait de continuer à mener sa barque sans savoir en vérité la manière dont on doit tenir le gouvernail, souvent parce qu'on l'a pas fait. Donc c'est aussi pour ça que j'imagine qu'on regarde si un entrepreneur a déjà eu une première expérience ou pas, s'il sait s'entourer. Et je pense d'ailleurs en fait que quand on passe, on a eu un premier échec, on a envie de recommencer parce qu'on a un peu ça dans le sang. Je pense que l'une des premières choses qu'on fait, c'est de s'entourer, je pense. Et que la vocation d'initiative comme la tienne, c'est pas simplement aussi l'argent, même si c'est un moyen et un levier extrêmement fort et que dans un certain nombre de business, on en a besoin. On a besoin en fait de cette mise de départ, soit pour l'amorçage, soit pour le développement. Et parce qu'on se fait entourer aussi de ceux qui savent, ceux qui ont une approche aussi un peu plus globale et qui arrivent à identifier les déterminants de succès sans forcément d'ailleurs connaître le secteur d'activité de l'entreprise. Quels est selon toi les atouts d'être accompagné par Gweneg ? Encore une fois, l'argent, c'est que le carburant. C'est vraiment pas ça qui est important. Ce qui va être important pour un entrepreneur, en tous les cas, dans le cas de Gweneg, on accorde beaucoup d'importance dans l'intégration des comités stratégiques, des conseils d'administration. L'idée, c'est par rapport à l'entrepreneur, l'éclairer, le challenger, l'aider à remettre en question un certain nombre d'éléments quand c'est nécessaire, quand c'est important, et aussi accompagner l'entreprise durant ces différentes phases, que ce soit de la croissance, du développement, ou que ce soit de la traversée de zones de turbulence. On peut être sur des temporalités dites de temps qui peuvent être un peu longs, mais qui sont peut-être nécessaires pour que l'entreprise puisse mettre en place un certain nombre d'applications, d'offres, etc. Et cette notion un accompagnement qui est bienveillant mais sans complaisance, elle est hyper importante. On est des entrepreneurs chez Gweneg, et donc on est très bien placés. Et encore une fois, j'adore travailler avec les fonds d'investissement et jamais je dirais quoi que ce soit sur les fonds d'investissement, ni même sur tout organisme de financement, mais un entrepreneur, c'est parler à un entrepreneur. Dit en d'autres termes, quand j'assiste dans des conseils d'administration, des comités stratégiques, et que je vois du décalage du chiffre d'affaires
par rapport à un BP, ou qu'on a des éléments sur la partie commerciale ou RH et ça se passe pas comme prévu, la perception n'est pas la même quand vous l'avez vécu vous-même. Et donc, ce que vous êtes en train de faire avec ce dirigeant, quand Gweneg est dans le capital de la société, c'est un partage de retour d'expérience. Ouais. Je fais gagner du temps à ce dirigeant-là. Voilà ce que nous, on a vécu, voilà ce qu'on a vu dans nos participations. Et je te recommande de faire plutôt ça, de regarder ci, d'avoir recours à ça. Et c'est ça qui va être clé. Le gain de temps, c'est pour moi l'élément clé. Pareil, un autre anglicisme, cash is more important than your mother. Le cash est plus important que ta mère. Pourtant, on sait que les mamans, elles sont importantes. Mais pour dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décisions ont une importance capitale parce que s'il y a un impact, s'il y a un décalage et que ça impacte la trésorerie de la boîte, on peut se mettre en danger. Donc, conseiller, accompagner, bienveillance, challenger. En fait, un bon conseil d'administration, comité stratégique, doit pas être tout le temps aligné sur la vie du dirigeant. Il vient le challenger. Si vous n'avez pas dans votre board un poil à gratter, si vous n'avez pas des désaccords, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Vraiment, il y a un problème. Il faut avoir des désaccords pour avancer. Ou alors, vous avez un génie. Et même avec un génie, tôt ou tard, les génies, ça marche pas tout le temps. Et ça dure pas tout le temps. Ça dure pas tout le temps, ouais. C'est ça. Parce que à trop marcher sur l'eau, on finit par se noyer. Donc, à se sentir intouchable, on finit par couler. Ouais. C'est quoi Gweneg? Petit sou en breton. Ouais. C'est un des rares mots que je connais. Bon, j'en connais quelques-uns, mais on va pas les mentionner au podcast, encore moins en live. C'est ça. C'est plutôt pour les troisièmes mi-temps en temps ancien rugbyman. Mais ouais, c'est Gweneg. On a voulu choisir un nom qui, dans le Finistère, ma femme étant finistérienne, qui est un mot populaire quand on parle des Gweneg, c'est les petits sous, c'est la petite monnaie. Et c'est vraiment un clin d'œil pour dire, en fait, Gweneg, c'est les petites monnaies, c'est les petites rivières qui vont faire les grands fleuves. Ouais. On mobilise la petite épargne locale pour aller financer les entreprises et les besoins de financement qui peuvent être importants. Et d'ailleurs, on peut souscrire à partir de 100 € chez nous et on a levé un peu plus de 120 millions d'euros à date, mais c'est surtout un peu plus d'1 milliard d'euros d'effets leviers sur une dizaine d'années. Mais c'est l'effet levier, 1 milliard d'euros de financement bancaire, de fonds d'investissement et autres, c'est hyper intéressant, en sachant qu'on a mobilisé une épargne qui n'était pas fléchée vers l'économie réelle. C'est là où c'est intéressant. Donc les petits Gweneg font les grands projets. Ah, c'est beau, ça. Ouais, ça, c'est travaillé, ça. Absolument pas. Non. Promis juré, c'est sorti comme ça. Promis juré. C'est beau. Ouais, c'est beau. Donc, ce que je comprends, là, pour essayer de décortiquer un peu les choses, c'est que tu me parles d'épargne locale. D'ailleurs, on a accueilli ici Yanis Bala. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Il a aussi... moi, j'aime bien interroger quand même, toute cette économie réelle, comment on fait pour la financer. Yanis Bala, il est intervenu il n'y a pas très longtemps. C'est le CEO de We Feel Good. Non, We Do Good. We Do Good. Puis il disait un chiffre sidérant, c'était quand même plusieurs 8 000 milliards d'épargne disponibles en France qui dort. Enfin, dans les livrets qui ont financé en fait souvent des HLM, livret A. Je crois que c'est à peu près livret de développement durable aussi pour financer la transition écolo. Bon, est-ce que c'est vraiment... Bon, bref. On va pas polémiquer. Il y a quand même beaucoup d'argent dans les poches des Français et des Françaises. Souvent, on thésaurise, parce qu'on a un peu peur de l'avenir, à tort ou à raison. On aimerait bien quand même mobiliser cette épargne pour aller essayer de générer du mieux sur le territoire qui, ensuite, va produire ses effets. Bon, toi, cette épargne locale, comment tu fais pour la mobiliser ? En fait... on a la chance, quand on est un acteur local comme nous, la plupart de nos concurrents, en tous les cas nos confrères, sont plutôt des acteurs nationaux, avec une couverture nationale. Je finance un projet à Toulouse, avec des souscripteurs à Strasbourg, à Paris, à Lyon. C'est qui tes concurrents ? Et vice-versa. Nous, on a un focus territoire. Nous, les entreprises, il faut qu'elles soient basées en Bretagne. Historiquement, c'était la Bretagne. Aujourd'hui, on est sur les 3 régions du Grand Ouest, mais la Bretagne reste à 90% notre territoire d'activité intense. On a une communauté de 13 000 souscripteurs, 92% précisément basés en Bretagne. Qui en Bretagne. Moi, je pourrais être souscripteur, je vais y arriver. Oui. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Tu t'inscris juste sur la plateforme et tu complètes ton profil investisseur et tu es notifié des mises en ligne des prochains projets. Le reste des souscripteurs étant basés principalement en Ile-de-France, en fait, ce qu'on dit, on a les 6 départements bretons. Les 5 historiques plus le 6e qui est l'Île-de-France. Bien évidemment, on accueille d'autres souscripteurs d'un peu partout. Oui. Mais là, le gros de la communauté reste en local. Voilà, c'est ça. Et une des caractéristiques quand vous êtes à un circuit court, et c'est comme ça qu'on a créé Gweneg, c'est de dire le digital, puisqu'on est une plateforme de financement participatif, donc souscription en ligne, tout est en ligne, c'est que nous, le digital, ce n'est qu'un outil.
Un des éléments clés, c'est on fait rencontrer les dirigeants et dirigeantes avec les souscripteurs. Et cette notion d'opportunité d'avoir de la rencontre physique et présentielle, quand on fait des opérations de financement de projets d'énergie renouvelable comme des parcs photovoltaïques, les citoyens peuvent venir rencontrer la société d'exploitation, les représentants. Et finalement, c'est ce côté rencontre physique, je finance les projets de mon territoire. Et ce côté-là permet effectivement de sensibiliser beaucoup plus de souscripteurs que si on n'était que sur une approche de type je fais de l'acquisition ou de la communication que 100% via les réseaux sociaux. Ouais. Donc les rencontres dans les territoires sont importantes. Premier élément. Déjà une communauté. Oui, tout à fait. Donc qu'on a bâti au fur et à mesure. On a commencé avec 0 au départ. On n'avait pas de communauté. Donc ça a commencé comme ça, le premier élément. Deuxième élément, une des caractéristiques très atypiques, parce que dans l'environnement des plateformes de financement participatif, les régionales, je crois qu'on est une des rares, si ce n'est la seule. Et ceux qui ont lancé des initiatives comme ça, aujourd'hui, elles n'existent plus. Et on le dit vraiment en toute humilité, parce que les parcours ne sont pas simples, mais la Bretagne est une terre de solidarité. Et c'est une force. En fait, nous, quand on a fait le choix de créer Gwenek sur nos territoires, c'est qu'on savait qu'il y avait une notion de solidarité, on vient aider les autres. Déjà, le nombre d'associations en Bretagne est juste énorme par rapport aux autres. Donc, il y avait déjà cette culture dans l'ADN du Breton et des Bretonnes, la volonté d'aider son prochain, Breton bien évidemment. Et l'aide le prochain, c'est intéressant parce que, pareil, ça c'est pas une citation en anglais, mais c'est propre à moi. Moi, j'ai pour habitude de dire, il y a un seul endroit où on est tous Bretons. Est-ce que tu sais où ça? J'irai derrière un bar. À Gare-Montparnasse. À la gare Montparnasse. En fait, le vrai Breton, c'est un Breton qui est dans son territoire. Et son territoire, c'est le pays. Moi, quand ma femme me dit « je suis breton », je dis « non, t'es bigouden ». C'est le pays bigoudin, c'est le pays de Morlaix, c'est le pays de Brest, c'est le pays malouin. Et en fait, la notion de territoire, en réalité, elle est, même si on est sur une région, il y a une identité, c'est tout ce qui va se passer dans mon écosystème. Et la communauté qu'on a créée, elle est sensible à cette notion de mon écosystème. Un Brestois regardera pas un projet à Rennes, tout comme un Rennais regardera pas un projet à Brest. Mais quand c'est des projets à Brest, les Brestois sont les premiers à se dire, OK, c'est top, c'est chez moi, je vois ça, je suis passé en voiture ou à pied à côté du projet, ça me parle. Et c'est ce côté finalement, le digital, c'est le physique, le présentiel, et je fais juste ma souscription via la plateforme digitale, qui nous permet, nous, aujourd'hui, d'être différents des autres et qui nous a permis de bâtir cette communauté au fil des ans. C'est génial, mais je fais une aparté sur ce que tu viens de dire sur le digital. Moi, c'est un peu un ras-le-bol, mais où peut-être que je ne comprends pas les choses. Mais c'est vrai, en fait, qu'on est dans cette mouvance de start-up, de tech, d'un certain nombre de choses, où il y a assez peu, en partie, d'innovation. Mais ça se trouve, je suis en train de dire une grosse connerie et tu contredis vraiment si tu as l'impression que je me trompe. Mais qui, en réalité, effectivement, en fait, utilise le digital comme une plateforme d'intermédiation ou de relation. Mon service ne se passe pas grâce à un algorithme particulier ou grâce à une technologie particulière. Mais c'est parce que, en fait, j'ai su créer une interface qui était digitale et qui m'a en fait de faire un lien entre le client, au final, et puis le service. Et qui a un service même physique ou industriel ou quoi que ce soit. Et en réalité, ça, il faut le valoriser. Il ne faut pas juste dire c'est de la tech, on innove, c'est génial, et on fait partie des 100 hommes ou femmes technophiles de la France, on fait partie de la French Tech, et en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est l'interface, c'est de créer ces communautés et de faire rencontrer ces deux mondes, et de pouvoir le valoriser correctement, comme là, pour le coup, en fait, tu le fais avec justesse. Tu vois. Voilà, c'est une parenthèse que je ferme. Du coup de gueule, il faudrait pouvoir consacrer un peu les choses dans ce qu'ils sont, sans en faire des silos, mais en considérant effectivement que les technos, la tech aujourd'hui, en fait, est un moyen formidable de connecter. Et de connecter quoi aussi? Ceux qui ont cette épargne et ceux qui en ont besoin. Parce que c'est terriblement difficile, en fait, de se lever le matin et de se dire j'ai un super projet, mais j'ai besoin de thunes, et si jamais je vais voir ma banque, à me rit au nez parce que je suis tout seul. Et donc, ce que je comprends, dans cette intermédiation, quand tu mets 1 euro, c'est aussi une banque à côté qui mettra peut-être 1 euro, et peut-être aussi des subventions européennes ou françaises qui mettront 1 euro. Quel est le modèle, au final, qu'une entreprise va développer en termes de financement lorsqu'elle passera par Gwenek? Parce que j'imagine que
vous ne participez jamais en fait à 100% du capital ou de la souscription de l'entreprise. Exactement. Et en fait, c'est éliminatoire pour nous. Pareil, un critère éliminatoire, c'est avoir un recours à 100% financement participatif parce qu'on s'est fait refermer toutes les portes des banques. Si les banques ou des fonds d'investissement ou des investisseurs referment les portes, c'est qu'il y a un enjeu sur la pérennité du modèle économique, sur l'engagement du dirigeant, etc. Donc, on est plutôt en cofinancement systématiquement. Et plus on est diversifié en mode de financement, plus on va être plusieurs à analyser le dossier et pouvoir échanger. L'effet levier, pour nous, il est très intéressant, en tous les cas, pour l'entreprise, puisque c'est 1 euro pour 10 euros. Chaque fois qu'un épargnant met 1 euro sur un projet, c'est 10 euros de financement conventionnel entre les fonds d'investissement et les banques. Donc, quand les banques et les fonds d'investissement disent « nous, on va s'engager sur 90% du montant, mais sans les 10%, on ne finance pas », les 10% qui vont être financés via la communauté Gwenec vont pouvoir avoir un effet levier sur ces 90%. Donc, l'effet levier, il est quand même assez puissant auprès de l'entreprise avec ce financement-là. Donc, pour nous, c'est un critère éliminatoire si l'entreprise ne peut pas avoir d'autres moyens. Je suis un entrepreneur, j'ai besoin de toute façon, tu me donneras ta carte de visite, je te rencontrerai, je te parlerai de mon projet. Mais est-ce que c'est une bonne idée de commencer à parler de ce projet à toi, plutôt que, par exemple, ma banque? En fait, c'est une très bonne question. Tout à l'heure, j'ai mentionné qu'on rencontrait 200 à 300 entreprises et qu'on en finançait entre 10 et 20. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 300 qu'on rencontre, les 280, si on prend les 280, c'est pas 280 refus. On prend plein de rendez-vous, on dit « Attends, par rapport à ton sujet, il faut absolument que tu ailles voir ton banquier, va faire un prêt d'honneur, ne fais pas ta levée de fonds maintenant parce que tu vas te diluer, ton modèle économique est pas bon, va commencer à vendre maintenant, mets-toi plutôt avec une approche en externalisation de ressources dans un premier temps, en variable d'ajustement. » En fait, on va conseiller un certain nombre d'entrepreneurs et des conseils gratuits qu'on ne vient pas facturer. Et l'idée de dire, le jour où tu seras prêt, à tel moment, à telle date, tu reviens nous voir. Mais sur toute cette étape-là, ça ne sert à rien d'aller sur ce chemin-là parce que voilà ce qui va t'arriver dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans les 12 mois. Donc, on conseille beaucoup d'entreprises sur les choix à faire et qui vont être critiques sur la suite. Et finalement, le moment de la levée de fonds, si c'est de la levée de fonds, on se reparlera. Et si c'est d'autres schémas de financement, on va tout de suite les orienter. Nous, on a été prescripteurs de beaucoup de projets auprès de nos amis banquiers, fonds d'investissement, en disant, ce projet-là, on pense qu'il serait intéressant, en tous les cas, le dirigeant est bien. On pense que vous êtes le premier bon partenaire et que nous, on interviendrait potentiellement plutôt dans un deuxième temps. D'accord, ok. Et ça, c'est hyper... oui. Même pas, un courtier se fait rémunérer. Un courtier se fait rémunérer, nous, on se fait pas rémunérer. Et encore une fois, on le fait pas... l'idée d'un modèle économique par rapport à ça, non, parce qu'on est entrepreneur. Donc, on sait quelle est la posture des gens qui nous parlent. Et ils ont besoin d'y voir clair et de pas faire d'erreurs stratégiques au tout début, parce qu'une erreur stratégique, quand on a peu de cash, elle peut être fatale pour l'entreprise. Ce qu'il faut quand même rappeler, quand on fait une levée de fonds, c'est que l'argent, il faut le rendre. Tu l'as dit, il faut rémunérer les associés des investisseurs. Pas forcément en dividende, mais peut-être qu'au bout de 5 ou 10 ans, eh bien, il voudra cash out. Et il aura fallu donc que cette entreprise se soit développée et que sa valorisation ait augmenté et que soit il part pour un autre investisseur parce qu'il y a un autre projet de développement, ou alors il y a tellement de fonds qui a été dégagé qu'il peut je sais pas, par exemple, racheter ses parts et puis dire à l'investisseur, voilà, vous avez votre mise fois... C'est quoi le ratio? Vous avez un ratio oui, c'est, on va dire un TRI de 10%. Après, c'est un rendement à 10%. Voilà, ok, ça me ce qui est raisonnable. Oui, tout à fait. C'est quand même hyper raisonnable en vrai, 10%. Allez, moi je te donne 50%. Tu viens, t'as mis 10 000, tu repasses, tu repars avec 15. Mais il faut le rendre. On est quand même responsable face à des investisseurs. Et plus on emprunte, et plus il faut rendre. Et pas simplement, encore une fois, la mise de départ. Est-ce que ça, ils en ont conscience quand on vient chercher des fonds auprès d'investisseurs tels que Gwenec ou même des business angels ou alors des fonds d'investissement, parce que les fonds d'investissement, j'imagine qu'ils ont un modèle économique encore un peu plus, pas violent, mais ils veulent un retour sur investissement un peu plus important. C'est clair. Il y a une démarche financière. Il y a une démarche financière un peu plus importante. Et donc, c'est d'ailleurs probablement le distinguo entre la contribution au territoire et celle de la rémunération. On se positionne un petit peu... non? Intéressant, Fouad. Moi, je dirais, si on a réussi à mobiliser 120 millions d'euros et 13 000 souscripteurs, c'est parce qu'on a d'abord une approche financière. En fait, c'est probablement une des raisons du succès de Gwenec par rapport à des initiatives au préalable. Moi, j'ai vu des dossiers
qu'on a refusé. Et je peux en mentionner quelques-uns, des projets, par exemple, compagnie d'aviation régionale, une usine, une coopérative, la Coop des Masques, pareil, on avait vu des sujets comme ça, des projets en fait qui avaient un enjeu économique important. Où nous, on avait juste alerté sur des éléments financiers qui n'étaient pas structurés dans les projets économiques, en disant c'est quoi le cycle de vente, c'est quoi les marges commerciales, attention, il y a un danger. Et donc des dossiers que nous, on a considéré que c'était prématuré, qu'il y avait un risque, que c'est des projets qu'on préconisait pas et qu'on avait refusés en comité, qui se sont fait financer différemment au nom de la solidarité bretonne. Et au nom de cette solidarité bretonne, les entreprises, les projets ont terminé en procédure collective et liquidation. Et on considère que quelqu'un qui va mettre une fois un peu d'argent sur un projet parce qu'il y a cette solidarité, il ne remet pas une deuxième fois. Nous, le souscripteur, en moyenne, il met dans 8 opérations. Il finance 8 projets. Ah ouais. Ce qui est énorme. Avec quelle moyenne de participation? Qui est assez variable, mais on peut dire, pour un particulier, ça va être entre 5 et 15 000 euros. Pas mal de projets à impact, transition énergétique, pas mal de projets avec une dimension transition énergétique les dernières années, des projets en transition agricole, voire agroécologique, des meilleures pratiques agricoles pour protéger les ressources en eau, des projets sur des enjeux de bien-être animal. Tout à l'heure, on parlait de l'éclairage équin comme un exemple. Effectivement, aujourd'hui, le consommateur devient aussi prescripteur puisqu'il demande à ce que dans son assiette, on vienne l'éclairer sur la maltraitance animale. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. On est peu dans la tech pure et dure, le fameux digital, plutôt sur les enjeux qui sont à impact, beaucoup plus, moins dans le pur B2B, même si on l'a fait, plutôt le B2B2C, où le consommateur est plutôt exposé aux produits ou aux services que propose la société. On avait aussi une verticale, un enjeu sur l'immobilier. On avait participé à l'accompagnement du financement de projets, soit sur du résidentiel, soit sur des enjeux de type des maisons de santé, pour lutter contre les déserts médicaux. D'ailleurs, c'est un beau sujet d'actualité, ou les résidences seniors avec des approches de type proche du béguinage solidaire. On crée des communautés, mais surtout pas dans les grandes métropoles, plutôt dans les centres-bourgs, où aujourd'hui, dans le même état d'esprit que la lutte contre les déserts médicaux. Donc il y a cet enjeu également pour nous sur la partie immobilier à apporter des solutions. Et dernièrement, on a intégré aussi une verticale qui est le logement pour les salariés bretons, qui est une nouvelle filiale qu'on a créée il y a un an pour répondre à la problématique aujourd'hui d'accueillir des apprenants ou des jeunes salariés, des jeunes actifs dans des territoires où le marché est complètement saturé, où les entreprises n'ont pas de solution à proposer pour ces jeunes recrues. Alors, est-ce que ces élus viennent te voir, justement, en disant, écoutez, nous, on a été approchés par des porteurs de projets, où on a des structures, EHPAD, foyers de vie et compagnie. Ils ont des projets, je ne sais pas, par exemple, de rénovation, de reconstruction d'établissements. Il manque des sous. Parce que de toute façon, aujourd'hui, il manque des sous. Donc, on peut aller vers des partenariats publics privés pour compléter ces financements et rendre les projets possibles. C'est des choses qui se passent? J'ai beaucoup de respect pour les élus. Et autant tout à l'heure, on disait est-ce qu'entrepreneur, c'est rock'n'roll, je dis oui. Autant, je pense, un élu, c'est encore plus rock'n'roll. Parce que il y a une telle ingratitude de la population vis-à-vis du sens du devoir, de l'accomplissement du devoir de faire des choses, que je pense qu'entrepreneur, je peux faire ça. Un élu, c'est quand même, c'est assez compliqué. Et en fait, nous allons voir les élus. En fait, nous, on vient les sensibiliser sur les solutions qu'on propose Gwenek sur le territoire. En général, quand on a des entreprises où il y a identifié un sujet rapidement, on va rencontrer les élus pour leur parler du projet, pour justement aller chercher et voir ensemble s'il y a des effets leviers qu'on peut mettre en place pour venir aider et épauler l'entreprise. Donc, on est plutôt, nous, en approche directe auprès des collectivités pour présenter nos solutions quand on a des projets sur le territoire qui peuvent être important. Oui, parce que ce que tu évoques, en fait, c'est pas autre chose que des problématiques de politique publique. C'est la désertification médicale. Alors, tu n'iras pas financer des postes de médecins à l'OEAC ou à Gare-les-Dents, mais peut-être qu'il y a une maison pluridisciplinaire médicale qu'il faudrait financer. Pareil pour les EHPAD, pareil pour le logement. Pareil pour des infras, ce genre de choses. Souvent, l'immobilier, c'est vrai que l'immobilier, c'est la terre. La terre, c'est là où on essaie d'implanter des entreprises, créer de l'emploi. Donc ça, on l'a bien compris. Et c'est vrai que ça fait maintenant un peu plus d'1 heure qu'on en parle. Là où j'ai envie de t'interroger, c'est de savoir, on a évoqué le TRI moyen derrière les projets, parce qu'il faut aussi évidemment que Gwenek se rémunère et pérennise le modèle et contribue à davantage de projets. Mais c'est quoi tes indicateurs d'impact? C'est quoi, toi, tes indicateurs de performance? Est-ce qu'il y en a un en particulier qui n'est pas que monétaire? Peut-être qu'il est monétaire. Tu me diras, en fait, comment il se traduit. Mais comment
en fin d'année, tu te dis, on a réussi notre mission? C'est le nombre d'emplois créés et maintenus sur le territoire. Aujourd'hui, un des critères, moi, ça a été une déchirure que de rencontrer des salariés, en tous les cas des Bretons, qui sont partis travailler ailleurs alors qu'ils avaient envie de rester sur leur territoire. Et donc, ce critère-là, pour nous, de dire une entreprise, l'effet levier, 1 euro Gwenec, 10 euros de financement conventionnel, me permet de créer 5, 10 emplois ou me permet de maintenir. À défaut de créer, c'est juste maintenir les centres décisionnels. Je crois que c'est le pire des scénarios, le maintien des emplois. Les enjeux, ils sont tellement importants. Quand vous avez une famille qui est installée, vous avez un père ou une mère qui se voit obligé finalement de quitter son emploi parce que l'entreprise, ou de perdre son emploi parce que l'entreprise n'est pas en capacité, c'est un drame social. Et cette notion, pour nous, elle est hyper importante. C'est pour ça que des dossiers qui traversent des zones de turbulence, c'est des dossiers qu'on regarde avec beaucoup d'attention et on essaie de mettre en place une ingénierie financière un peu plus complexe, pointu, pour justement trouver les bonnes solutions à ces entreprises-là. Parce que un col blanc, un cadre qui travaille dans l'IT, qui est embauché à Rennes, à Brest, qui bosse et qui demain se retrouve avec un poste à Paris en télétravail, j'ai pas de souci pour lui. Mais un col bleu, un ouvrier, un technicien de production sur une ligne qui a travaillé 20 ans, qui a toute sa famille, qui gagne un salaire sans qu'il soit hyper important, mais qui couvre les charges et qui se retrouve à perdre son emploi avec plus de 20 ans d'expérience, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Pour moi, l'impact emploi, maintien des emplois, c'est un enjeu qui est sociétal. C'est pas social, c'est sociétal. Et Gwenec, c'est impact sur les générations futures. C'est pas un impact que sur la finance des entreprises. Le carburant, oui, mais le carburant, c'est pour aller d'un point A à un point B. Ouais. Et le point B, on sait où il va aller. C'est les enfants qu'on va laisser. On va leur laisser les clés du camion. On parlait tout à l'heure de cette planète où on est clandestin. C'est ça l'histoire. Ouais. L'histoire, elle se termine par on a tout fait pour que derrière ça continue. À vous les clés maintenant et continuez. Ouais. Donc, on balise le chemin, c'est tout. On essaie de transmettre. Donc, il y a une question aussi de transmission de modèles. Les modèles, il faut aussi un peu les changer quand ils arrivent à bout de souffle. On pense à celui de l'agriculture. Tu as investi ou aussi tu as des participations dans de nouveaux modèles. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu accompagnes justement les entreprises qui sont en crise à changer leur modèle pour s'adapter au futur? Est-ce que tu te dis, bon, malgré tout... c'est quand même difficile de ne pas continuer. Je prends un exemple dans l'agriculture conventionnelle. Il reste des opportunités. On peut faire les choses, mais on les fera différemment. Donc, on va vous soutenir. Quel est le positionnement, par exemple, dans ce type de situation de Gwenec? Une des grosses difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises, c'est ce qu'on appelle le pivot. J'ai mon marché qui est en train de s'effondrer, j'ai besoin de me retourner, j'ai des sujets, des perspectives, mais il faut que je mette un peu de R&D, donc j'ai besoin de financement. Et sur ces nouveaux projets, un investisseur classique, l'entreprise n'a pas les métriques, il va avoir de la difficulté à pouvoir financer son fonds de roulement ou un fonds d'investissement. Et nous, c'est les sujets qu'on aime bien. C'est en se disant, voilà, c'est le moment de faire muter le modèle économique de l'entreprise, d'aller vers des nouvelles choses, comment on peut les accompagner. Et sur ça, je donne juste un exemple. Nous, on est partenaire avec Terre de Source, qui est un acteur du territoire adossé à l'agence de l'eau, les eaux du bassin rennais, qui a dit, dans son diagnostic, la problématique de la production d'eau, c'est beaucoup d'eau de surface. Donc nous, si on engage beaucoup d'investissements pour dépolluer les eaux qui sont à destination de la consommation humaine, c'est principalement source de pollution, c'est l'agriculture. Donc comment inciter les agriculteurs à utiliser moins d'intrants chimiques, faire des choses différentes pour qu'il y ait moins de pollution? Et donc, à défaut de dire on fait que subventionner les agriculteurs ou derrière on met des pénalités qui peuvent être importantes, on a des nouvelles approches innovantes. Un des exemples, c'est de dire, par exemple, nous, on a travaillé sur l'évaluation d'entreprises qui faisaient des écomatériaux à base de chanvre. Ouais, ils font de l'éco-construction dans l'habitat à base de chanvre. Et pourquoi à base de chanvre? Parce que si cette entreprise se pérennisait, avait un volume d'activité hyper important, le besoin en matières premières en chanvre serait très important. Or, le chanvre est une matière première que pourrait produire un agriculteur sur un coût qui est un peu plus intéressant pour l'agriculteur, mais surtout qui a des caractéristiques qui font que derrière, ça génère beaucoup moins de pollution sur les nappes phréatiques. Donc, comment amener finalement un agriculteur par la porte de l'économie? Tu vas gagner plus en produisant du chanvre, et ça ne veut pas dire qu'on va avoir que du chanvre et pas de l'alimentation, mais en diversification, parce que derrière, on a identifié une entreprise qui a identifié un marché et du coup, qui a besoin de matières premières. C'est là où, en fait, on peut aider les mutations des acteurs des écosystèmes. Nous, on aime bien utiliser le mot l'écosystème, en fait, pour amener l'agriculteur
Il faut qu'on amène l'entreprise qui va faire les éco-matériaux à dire le chanvre, ça marche, je peux le produire, le vendre à tel prix. Donc, du coup, je peux l'acheter à tel prix auprès de l'agriculteur. Du coup, l'agriculteur se diversifie et les œufs des bassins rennais, donc les sociétés de potabilisation, se retrouvent confrontés à une situation d'amélioration de la qualité de l'eau de façon assez naturelle. Les écosystèmes, pour nous, sont beaucoup plus critiques que juste l'entreprise elle-même. Mais ça nécessite forcément d'avoir des modèles hybrides. Et souvent, on est assez mal à l'aise avec ces modèles. J'ai reçu ici une personne formidable qui s'appelle Didier Nicolas. C'est un entrepreneur qui a bien gagné sa vie dans le domaine de l'intérim. Il a vendu ça avant le Covid. Et il a décidé de tout réinvestir dans un parc naturel éducatif. Et je l'ai accompagné en tant que Presta. Précis à l'accompagner pour développer son histoire, développer son parc. On a fait des programmes pédagogiques dedans. Et puis, au début, il voulait faire une petite ferme pédagogique. Et à la fin, il a développé un truc génial. Vraiment génial. Tout le monde allait le voir. Ça s'appelle les Jardins de l'Éveil. C'est entre Landerneau et Brest. Et on est vraiment, en fait, à la croisée des modèles. Donc, il est là pour reconnecter les consommateurs aux producteurs. C'est important. Il est là pour enseigner le vivant aux enfants. Il est là pour proposer une cuisine locale. Et tu vois, on a l'équithérapie, on a un parc où on va apprendre un peu la faune et la flore. Et lorsque je l'ai accompagné, une de mes missions, c'était justement de le mettre en relation avec les élus locaux, régionaux, départementaux, etc. Mais tu voyais quand même les élus, c'était un peu difficile pour eux d'appréhender la chose. C'était aussi vraiment très difficile de se dire, mais dans quelle case ils rentrent ? Par quelle case on va le financer ? Est-ce que c'est possible déjà de le faire ? Et on se rend bien compte que malheureusement, en fait, dans des secteurs d'activité en mutation, on n'a pas de point de référence. On part un peu à l'aveugle. Donc comment fait-on pour essayer de sentir le futur quand il n'est pas encore fait et écrit ? Et quand on a des personnes un petit peu frileuses, au final, le conseil régional vient faire un prêt d'honneur, 100 000 €, il est content, mais son prêt d'honneur à 0%, il l'a. Ça lui fait un peu de trésor, ça fait un peu de fonds de roulement. Tu vois, à un moment, il faut quand même le rendre. Donc, on fait comment pour accompagner ces mutations, accompagner ces entrepreneurs ? Le gars, il met quand même 4 millions d'euros avec 0 de subvention. Alors que ce qu'il fait, c'est de l'intérêt général à 100%. À 100%. Et moi, ce que j'aime là-dedans, c'est la vocation du podcast que je fais là, Nouveau Récit, c'est de considérer l'entreprise comme un acteur citoyen et politique et social. Et ce que je comprends, c'est exactement ce que tu finances. Complètement. Et comment on fait pour anticiper tout ça ? Comment on fait pour accompagner ces entrepreneurs qui ont même pas l'idée, en fait, de ce à quoi ça pourrait ressembler, sauf si on est effectivement un petit peu fou, tu vois ? Et si on a des fous aussi un petit peu comme toi, qui essaient de défricher le terrain. C'est trop dur. C'est très difficile parce qu'on est dans un modèle cartésien en France. On est dans des modèles d'école d'ingénieurs. Les schémas sont posés, c'est des équations. Donc, il y a forcément des solutions que techniques. Nous, un des éléments qu'on regarde chez Goneg, encore une fois, tout à l'heure, on disait un dossier sur 2 est rejeté parce que le dirigeant, posture du dirigeant. En fait, le savoir-être du dirigeant, c'est un élément clé. Et sur des projets en mutation ou en rotation, ou un changement de paradigme pour une entreprise, on va regarder si le capitaine est le bon capitaine, pas parce qu'il maîtrise de nouveaux sujets. Parce qu'on se dit, ce gars-là ou cette fille-là, si ça va tanguer, et ça tanguera très probablement, lui, il saura tenir la barre. Et c'est ça notre critère. En disant, la boîte va pivoter, ils vont aller vers des choses, et probablement, il y aura des choix qui seront pas bons, ils rebrousseront chemin. Mais on a la bonne personne. On va un peu casser, mais on va on a la bonne personne. On a la bonne personne. Et c'est ça qui va compter. Dans ces nouveaux schémas en sortie de sentier, la capacité du capitaine à gérer des situations différentes. Donc, typiquement, un serial entrepreneur, ça va être un super profil. Finalement, peu importe ses expériences entrepreneuriales, parce qu'il aura fait des bêtises au préalable. Il aura appris de ça. On se brûle qu'une fois. C'est quoi tes bêtises ? Un des éléments, c'est de croire que tout est possible quand vous êtes tributaire d'un agrément de la part d'un organe public ou un organe de régularisation, par exemple, de régulation, pardon. Quand nous, on disait, on va avoir notre agrément sous 6 mois et que ça a pris 12 mois la réalité, c'était 6 mois trop où on avait le temps de mourir 10 fois sur les 6 mois trop. C'est ça. C'est à un moment donné, il faut imaginer le pire des scénarios, mais tout le temps. Et d'être en capacité de le faire. Deuxième élément, être en confiance quand on a topé dans la main. Ça, c'est ce qui n'est pas signé, n'est pas signé. Pas de bras, pas de chocolat.
Donc, toper dans la main, c'est une chose. Voire payer. Voilà, c'est ça. Payer, c'est encore mieux. Payer, c'est encore mieux. Surtout en ce moment. mais c'est vraiment ça. Donc, du coup, il faut absolument que vous ayez un capitaine qui soit pas seulement capitaine parce qu'il a les galons, mais que vous sentiez dans sa posture et de son regard, il ou elle d'ailleurs, je dis il, mais c'est beaucoup elle, qu'il a la capacité de se remettre en question, d'avancer et de faire face à des vents contraires. C'est ça qui va être le plus difficile. Une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est rock'n'roll 9 cas sur 10. Ouais. Par contre, le cas sur 10, la fois où ça sera bien, c'est là où on dit ça transcende et ça remet la pièce dans le jukebox et je repars pour faire 200 bornes. Ah, c'est marrant. Précis, ma boîte. Donc, je l'ai créée en 2021, je te l'ai dit. Je m'y suis vraiment mis en 2022. 2022, 2023, 2025. Aujourd'hui, j'existe encore. Alléluia. Mais c'est drôle parce que, tu l'as dit, le nombre de fois où on a topé dans la main sur des gros contrats qui pouvaient assurer ou être vraiment, tu sais, cette étincelle de développement. J'apprends dans la presse, communiqué de presse, que le contrat a été donné à quelqu'un d'autre, tu vois. Souvent une boîte parisienne qui existe depuis toujours, qui a pignon sur rue, qui sécurise aussi un peu mentalement le conseil d'administration de la boîte, tout ce genre de choses. Et tu dis, mais en fait, c'est la fin. Hein. Tu sais, t'arrives un petit peu au bout du chemin, tu te dis, t'as tenu, et puis tu donnais tout sur ce contrat-là, et puis au final, il se fait pas. Et puis au moment où là, mentalement, t'es un peu tout en bas, ça se débloque. Tu vois, c'est ça qui est quand même marrant dans l'entrepreneuriat. C'est que tu sais jamais à quelle sauce tu vas être bouffé, et qu'en étant un petit peu résilient, on voit le bout du tunnel. Un truc qui est intéressant pour l'entreprise, là, pas pour l'entrepreneur, c'est pas d'être résilient, c'est d'être robuste. Une grande différence. Parce que robuste, on casse quelques petites branches pendant une crise, mais on la passe. Alors que la résilience, on est dans la crise, on n'est pas sûr, en fait, d'en sortir vivant. Mais comme on a quelques capacités en nous, au final, on y est arrivé, parce qu'on est entouré. Et parce qu'on est entouré. Donc toi, Gwenex, c'était ta première initiative entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, tu fêtes les 10 ans. C'est ça. 2015-2025. C'est quoi les leçons de ces 10 ans 10 ans et toutes mes dents. Ouais, déjà. Déjà, la traversée, 10 ans, ça fait beaucoup quand on regarde dans le parcours des entreprises. Il n'y en a pas beaucoup, en tous les cas, de création from scratch sur des nouveaux modèles, sur des nouvelles approches avec une nouvelle réglementation. C'est vrai qu'il faut avoir beaucoup d'humilité en se disant on continue toujours à avancer. 10 ans, surtout la conviction d'avoir fait des choses importantes. On a accompagné aujourd'hui un peu plus de 200 entreprises. On a réussi à créer et maintenir un peu plus de 3500 emplois sur le territoire. Ça, c'est une réelle fierté pour nous, se dire à quoi sert l'épargne de nos concitoyens dans le financement de l'économie du territoire, une épargne qui n'était pas fléchée vers l'économie locale. Ça, c'est un élément important. Et aujourd'hui, la conviction de continuer cette mission-là, mais en abordant des nouveaux sujets, en tous les cas des thèmes qui nous sont importants. On a beaucoup évoqué les enjeux entrepreneuriaux. On évoque peu, même si c'est en filigrane dans notre ADN, la dimension sociale et sociétale. Et en fait, social et sociétal, pour nous, on considère qu'aujourd'hui, le logement est la prochaine bombe à retardement. Enfin, ça fait déjà quelques années qu'on regarde ça, du fait du financement des projets immobiliers sur le résidentiel, les déserts médicaux, les résidences seniors. Mais on voit bien aujourd'hui que ça se crispe, ça se cristallise, qu'aujourd'hui, avec le marché qui est complètement grippé, les nouveaux projets vont pas se relancer, qu'il va y avoir un vrai drame social, des gens vont pas pouvoir se loger, des gens vont pas pouvoir être propriétaires de leurs appartements, et qu'il était de notre devoir, au regard de notre implication sur le territoire, que de proposer des solutions pour permettre à des Bretons, des Bretonnes ou comme moi, des néo-Bretons, des gens qui vont venir trouver des nouveaux jobs et s'installer, des solutions d'atterrissage dans le court, moyen, voire le long terme pour pouvoir se loger. Les zones saisonnières, c'est une catastrophe. Territoire saisonnier pour loger les saisonniers. Les zones à forte activité estudiantine, c'est une catastrophe pour loger les étudiants. Et quand je dis drame social, tant que vous êtes né du bon côté de la planète et que vous avez qu'à ouvrir le frigo, il n'y a pas de problème, papa et maman seront là. Mais moi, je considère que c'est juste injuste et infondé que de condamner aujourd'hui un jeune qui est en difficulté à trouver un logement pour pouvoir faire son apprentissage, trouver un job ou pouvoir étudier, ou en tous les cas dans des conditions qui sont pas bonnes. Donc,
Nous, on avait déjà toute la compétence ingénierie financière sur la partie immobilier. Aujourd'hui, on s'est positionné en disant, on apporte une solution, on va être exploitant de résidence, on va loger que des salariés d'entreprises bretonnes. Donc, il y a ce côté identitaire fort, mais la différence chez nous, quand c'est porté par un Karim et les autres, c'est que l'identité, elle a bon goût. Elle a goût de la solidarité. Et donc, ce côté local, il est important parce que il vient simplement dire, on est dans la temporalité longue qui laisse le temps aux entreprises se positionner, aux salariés de trouver un premier pied-à-terre, voire même un nid d'amour pour les gens qui sont en couple, de s'installer, de se projeter et après envisager les acquisitions, des locations d'actifs. Donc, c'est toujours en lien avec l'aménagement du territoire, l'économie étant un sous-jacent, le logement ayant un impact direct sur la dimension sociale. Il y a un autre Karim que j'aime bien. Il s'appelle Karim Kenessi. Il s'avère que je l'aime bien à la fois pour la mission qu'il porte et aussi parce que c'est un client. Il a monté lui-même un groupe qui s'appelle le groupe Icône et il a des écoles dans les domaines des arts appliqués, du jeu vidéo et du cinéma. C'est une des plus belles écoles aujourd'hui, primées. Ils sont dans les plus grands studios, les anciens élèves, enfin bref. Et ils ont à Rennes une école, 3 écoles. ESMA, Pivot et Yvdec. Je fais une petite publicité. N'hésitez pas à mettre vos enfants là-bas, franchement, et peut-être que je gagnerai moi-même plus d'argent. Non, mais et surtout, il a un super modèle. C'est que dans ses campus, il crée des logements étudiants. Il n'y a pas beaucoup d'écoles de commerce qui font ça. Ah non. Tu vois. Et donc, ça veut dire, en fait, que sur place, ils ont la possibilité d'être logés. Mais évidemment, en fait, que quand tu es à Rennes, à Bordeaux, à Nantes ou ailleurs, que tu es un étudiant en alternance ou en formation initiale, ton premier budget et ta première difficulté, c'est celle du logement. Moi qui ai fait mes études à Paris, lorsque tu bénéficies de la bourse du Crous et que ton logement coûte plus cher que ce que tu reçois en bourse, il y a un moment, il y a un problème. Et là, on parle du début des années 2000. Alors aujourd'hui, en 2025, j'ai même pas envie d'imaginer le truc. En tout cas, il va peut-être falloir que j'imagine ce que ça va me coûter, en fait, pour ma fille. Bref, donc, oui, aujourd'hui, un groupe comme l'ESMA et le groupe Icône pense à un modèle économique éducatif, mais aussi, effectivement, avec une part extrêmement importante liée au logement, parce que c'est une dimension sociale et territoriale fondamentale. Donc, j'aime beaucoup ce que tu dis. Ce qui me permet, moi, d'enchaîner un petit peu vers la fin. Là, on a déjà presque 1h30 d'entretien. Tu vois, ça passe vite. Je ne m'en ai même pas rendu compte. Et c'est surtout, en fait, qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Mais j'aimerais revenir. Il y a Sylvie, là, en commentaire, qui disait « Merci, Karim, d'évoquer cette différence sur le commercial et le commerçant. » Je reviens dessus. C'était le sujet par lequel on a commencé. Mais j'entends beaucoup dire, effectivement, au début, quand on lance une boîte, on se consacre à une chose, c'est à vendre, à vendre, à vendre, à vendre, à vendre. Ça, c'est quoi ? C'est être commerçant ou c'est être commercial ? C'est le commerçant, c'est pas le commercial. On est commerçant dans l'âme. En fait, le commerçant amène à un porteur de projet l'humilité. Parce qu'encore une fois, en France, on a le complexe de dire un caviste, c'est pas un start-upper, un boucher charcutier. En fait, si, c'est les meilleurs exemples qu'il faut prendre. C'est ces gens-là. Et pour moi, le commerçant a cette humilité. Il se réveille le matin, il sait ce qu'il doit faire. Et il faut vendre parce que c'est l'école de la vie. Parce que quand vous n'arrivez pas à vendre, quand vous êtes pris 10 portes sur 12 et qu'il vous reste 2 et que vous devez impérativement concrétiser, et vous y allez, vous mettez vos tripes. Et c'est pas du commercial. Le commercial, il a en tête juste le pitch. Je viens vendre un produit, un service. Un commerçant, non, c'est pas du tout ça. Je suis à l'écoute de mon client. Et encore une fois, ça amène l'humilité. Je pense que la notion de Startup Nation a fait beaucoup de dégâts. La notion de TPE, petite entreprise, je réponds à mes clients, j'ai mon positionnement, j'ai la marge commerciale qui est importante, je regarde, c'est ultra structurant. Donc être un commerçant, moi je dis toujours, je suis un vendeur de tapis. Mais que c'est beau que de vendre des tapis. Parce que en face, on a des gens qui sont intéressés par acheter des tapis. Ouais. Et un vendeur de tapis qui vend bien, il est bien plus heureux qu'un start-upper qui a du mal à trouver son modèle économique. C'est une certitude. Il y a une difficulté lorsque tu vends tes tapis, c'est évidemment de celle d'être confronté au non. J'ai souvent en fait qu'il faut prendre le non comme la réponse la plus naturelle. Non, en fait, on t'attend pas. Et donc notre mission, c'est de transformer le non en oui.
c'est des choses, toi, justement, en accompagnant tes porteurs de projets, que tu leur apprends. Qu'est-ce que tu leur dis? Parce que c'est dur quand même. T'es entrepreneur, t'as une mission, t'as envie de te consacrer à la mission. Évidemment, il faut qu'on te l'achète, sinon, en fait, il n'y a pas de viabilité économique, tu l'as déjà dit. Et la première personne pour symboliser, porter, incarner cette mission et cette entreprise, c'est le fondateur, c'est l'entrepreneur. Et parfois, ils n'ont pas cette dimension commerciale ou commerçante. Alors, tu fais comment? Alors, si c'est le meilleur entrepreneur, alors vraiment, c'est une personnalité de dingue, mais il n'est pas commerçant. En fait, on a deux scénarios. Quand on a le dirigeant, on considère que c'est la bonne personne, mais il n'a pas cette compétence. Ce qu'on va surtout faire, et c'est là où c'est une caractéristique forte de Gweneg, on va faire rentrer dans le capital ou dans l'investissement des gens qui ont ces compétences-là. En fait, nous, le mot-clé, et c'est là où on est différenciant, c'est la synergie. Là, on est en train de finaliser une opération, la levée de fonds d'une société qui fait de la formation en ligne sur de la location courte durée. Et on fait rentrer dans le tour de table un partenaire avec qui il y a des synergies commerciales extrêmement fortes. Et c'est de l'or en barre, c'est de XXL, parce que c'est pas de l'investissement que du carburant. C'est des contrats pour les deux entités en dessous. Donc cette notion de synergie pour nous sur des profils de dirigeants, on dit il a pas l'âme du commerçant, par contre il a telle qualité, c'est la bonne vision et à le RH, mais il manque ça, on dira il faudra que nous, dans nos critères de sélection, c'est qu'on puisse trouver des investisseurs qui ont envie d'embarquer sur un projet entrepreneurial, qui rentreraient au capital avec cette composante hyper importante qui sera critique. On fera les premiers rendez-vous, on confrontera, on prendra la décision de financer ou pas le projet, sous réserve qu'on ait ceux ou ces profils qui intégreraient le projet entrepreneurial. Donc, à défaut d'avoir un dirigeant qui a ça dans le sang et qui a la démarche, c'est d'intégrer des hommes, des femmes clés dans le projet assez rapidement dans le cadre du financement. En tout cas, ce que j'aime bien dans le mot commerçant, c'est que ça nous relie encore au territoire. Le commerçant, c'est celui, tu l'as dit, c'est le caviste, c'est celui qui a sa boutique en centre-ville. Alors maintenant, c'est beaucoup à la périphérie des villes et qui est au contact du client. Moi, par exemple, dans mon cas, il faut que j'aille au contact de mes clients. Parce que j'ai pas une boutique ouverte dans la rue où on me dirait j'ai besoin qu'on parle de mon projet, j'ai besoin qu'on... Bon, ça, c'est parfois un petit peu difficile. Mais parmi toutes les références anglaises que tu nous as données, toutes les citations, c'est quoi, toi, ton mentor ou le livre ou la référence absolue que tu conseillerais à nos auditeurs de lire ou d'écouter pour être un bon entrepreneur ou pour se faire financer ou pour contribuer au bien commun et à l'essor de nos territoires? En fait, j'ai oublié la référence, mais les auditeurs la trouveront. S'il y a quelque chose, moi, que vous devez retenir, moi, j'ai un auteur que j'apprécie beaucoup, mais je vais probablement écorcher ce nom, c'est Yuval Harari, qui est un écrivain israélien qui a écrit pas mal d'ouvrages sur l'humanité et l'histoire de l'humanité. Ouais, comme et Sapiens. Homo sapiens, je pense qu'il y avait... Et je suis un lecteur assidu de ces ouvrages, et en fait, moi qui suis un cérébral et quelqu'un qui sont aussi les éléments, revenir vers l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose d'important parce qu'on arrive à comprendre un certain nombre de choses qui sont dans l'ADN de l'homme et dans sa démarche et dans son histoire. Donc, on vit dans un monde qui est de plus en plus éphémère. On vit dans un monde qui va de plus en plus vite, où on consomme tout rapidement, où tout est obsolète, l'obsolescence programmée, etc. Donc, revenir à des choses élémentaires, on a oublié. On sait plus faire des choses simples, on sait plus faire. Et donc, faut prendre le temps de se poser sur des choses qui sont structurantes. Moi, j'appelle ça la verticalité de la pensée. La verticalité de la pensée, c'est l'élément le plus structurant. D'ailleurs, c'est intéressant. La colonne vertébrale, elle est verticale. Et c'est la posture, au-delà même de nous maintenir, c'est la posture. Je suis droit dans mes bottes, je suis droit dans mon regard. Et cette verticalité, elle n'est pas que dans le corps, elle est dans la pensée. Et donc, mon conseil, c'est cette verticalité dans la pensée et de la posture du dirigeant. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis prêt à faire face à des sacrifices? Est-ce que je suis prêt à faire face à des aléas? Est-ce que je suis prêt à faire entrer des investisseurs avec qui je dois faire une cohabitation, mais qui a un contrat à durée indéterminée que je dois sortir? Donc, la verticalité de la pensée et du raisonnement va être un élément hyper important. Et pour moi, c'est une posture. D'ailleurs, tout est dans le jeu de mots plutôt qu'autre chose. Et ça va du cerveau jusqu'aux pieds. Donc, c'est un élément qui est hyper important. Donc, les ouvrages d'Harari, je pense que c'est hyper intéressant. Ça permet d'avoir un regard dans le rétroviseur. Ça permet aussi, et je pense que c'est pas l'objet de la discussion, mais ça sera un sujet intéressant, d'avoir aussi un regard sur
ce qui a influencé les hommes dans leur histoire, y compris les religions. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu qui est intéressant et important de voir le parcours de l'humanité et des hommes par rapport aux différents changements. Est-ce que tu penses que l'organisation aussi, elle doit être verticale? La verticalité de la pensée amène une horizontalité, puisque le vrai dirigeant est un dirigeant bienveillant. Il est amené à former des gens pour accompagner les gens, et pas à diriger. Les notions pyramidales, j'y crois peu. En tous les cas, moi, je l'ai vécu dans pas mal d'entreprises. Les notions 100% horizontales qui sont éphémères, où on dit on met un baby-foot et on parle d'un management décentralisé, et qui en réalité ne sont pas le cas. Non, la bienveillance, c'est de faire monter des gens en compétences pour qu'ils puissent accompagner d'autres gens. C'est vraiment ça. C'est la verticalité de la pensée, mais horizontalité dans son exécution. Est-ce qu'on a oublié de parler de certaines choses que tu aurais aimé évoquer? Je vais y arriver. Il y a un sujet qui me tient à cœur et je pense que je m'exprimerai sur ce sujet, pas les prochaines semaines, mais les prochains mois, c'est la solitude du dirigeant. Tout à l'heure, tu en avais un petit peu parlé. Moi, je suis juge au tribunal de commerce, non pas que j'en sois fier ou que je veuille en parler, mais c'est juste pour dire que quand on croise des gens qui sont en situation d'isolement total, un dirigeant qui n'a pas un board, un dirigeant qui n'a pas des conseils, qui n'est pas dans un club de chefs d'entreprise, APM, CJD, peu importe, qui fait face à des situations en difficulté, c'est un drame pour l'entreprise, c'est un drame familial, souvent. Et c'est pas qu'un drame familial, c'est un drame financier également. Donc ça impacte les cellules familiales. Et malheureusement, on vit dans une période où le contexte économique est plutôt difficile pour un certain nombre d'entreprises et de chefs d'entreprise. Certains ont perdu la sérénité depuis pas mal de temps. Et je vois trop de signaux qui ne sont plus faibles, mais qui sont forts sur le désarroi et le mal-être des dirigeants. Et j'ai une crainte. Moi, je crains vraiment sur la situation, sur le mental des dirigeants dans cette période un petit peu incertaine. Il y a des associations, 60 000 rebond 35, d'autres associations qui essayent d'accompagner les dirigeants, que ce soit en rebond ou en situation de difficulté de burn-out ou autre. Mais l'entrepreneuriat est un métier extrêmement ingrat, peu reconnu. Les gens imaginent que les entrepreneurs, ça roule en belle voiture et ça gagne des beaux salaires. C'est vraiment pas le cas. Aujourd'hui, 95% des chefs d'entreprise, en tous les cas dans les TPE, PME, se payent des salaires qui sont 40% inférieurs au salaire médian des entreprises. Ce sont des variables d'ajustement. La période étant compliquée, j'ai une vraie inquiétude par rapport à ce qui va arriver à certains chefs d'entreprise. J'ai une vraie inquiétude. Ça pour moi, et les signaux d'alerte ne sont pas encore activés. On le voit pas, et je crains que quand on verra les signaux de fumée, ça sera déjà un peu trop tard. Il me semble qu'un chiffre est sorti il n'y a pas très longtemps là-dessus, où on a assisté en 2024 à une hausse assez spectaculaire. C'est le nombre de chefs d'entreprise qui ont tout simplement perdu leur emploi et leur entreprise. Et je crois que la hausse est peut-être de quelque chose comme 30%. Effectivement, 2024 est assez difficile pour un certain nombre d'entrepreneurs. Et ce que je salue, effectivement, c'est l'existence de ces groupes. Mais j'ai un peu l'impression que ces groupes, c'est comme subvention ou, je sais pas, en fait, le RSA, on en a le droit. On peut en bénéficier, mais on a trop honte pour le demander. Et du coup, on n'y va pas, on ne demande pas, on ne parle pas, on reste dans notre coin, les difficultés s'accumulent et effectivement, parfois... Et tu as totalement raison. En fait, un chef d'entreprise, il est tellement dans le déni de cette situation et pour lui, c'est une honte, c'est un signe d'échec. Et c'est pour ça que je parlais que je pense que je m'exprimerai là-dessus parce que la seule façon de désinhiber cette sensation de mal-être, c'est que des chefs d'entreprise aient le courage de s'exprimer et qui disent, et certains qui sont peut-être visibles, qui puissent s'exprimer. Et tant qu'on n'a pas ça, un chef d'entreprise se dira, non, je peux pas le dire, je peux pas aller vers ça. Et malgré les recommandations de son environnement proche, et c'est souvent l'environnement familial qui le voit pas bien, le ou la dirigeante ne franchira pas le pas. La Startup Nation a fait beaucoup de mal. Ce dirigeant qui réussit, ce Mark Zuckerberg, non, absolument pas. Nous ne sommes que des hommes finalement, des hommes et des femmes. Donc il faut absolument désacraliser ça et te dire non, au contraire, être pas bien, c'est normal, et en parler, c'est tout à fait normal. Et être accompagné, c'est hyper important. Quitte à arrêter, même pour arrêter, il faut que la chute soit douce. Les chutes sont souvent brutales et c'est pour ça que je disais la pire des choses pour moi, c'est un arrêt brutal et c'est les cautions personnelles avec les financements bancaires, c'est la famille qui éclate, c'est j'ai pas droit au chômage, donc c'est terrible, c'est terrible. Merci beaucoup. Merci à toi. On pourrait parler de cela encore longtemps, hein,
Mais tu l'as dit, tu l'as annoncé, tu vas en parler, tu vas prendre la parole dessus. Donc, je te laisse l'occasion de le faire. Je vais être très intéressé, parce que tu auras à dire là-dessus. Parce que j'ai connu l'échec de l'entrepreneuriat dans les années 2010-2012. Je voulais plus jamais entreprendre. Tu vois. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que je fous là en vrai. Au final, c'est probablement aussi parce qu'on a cette expérience, ce recul. Mais en tout état de cause, à cette époque-là, c'est vrai que moi, j'en ai pas parlé, qu'il faut être en mesure de le faire parce qu'on ne se rend pas compte aussi de la capacité ou de la volonté de nos proches à nous écouter, à nous aider dans ces situations-là. Bon, ce que je veux dire aux auditeurs, c'est quoi ? C'est que Nouveau Récit, à la base, c'était un podcast. Je prenais mon micro, j'allais rencontrer des personnes merveilleuses et moi, je veux reconnecter un peu les choses au réel. Et Nouveau Récit, à la base, c'était un podcast qui était diffusé dans les conditions du réel. Donc, pourquoi pas, maintenant que j'ai à disposition ce super studio, faire des lives pour avoir un peu plus d'interaction, etc. C'est le 2e live que l'on fait, après Daniel Gergès. Tu vois ? Donc, tu inaugures un petit peu aussi tout ça. Et je trouve ça formidable. Et encore une merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un mardi sur deux. Donc à partir de maintenant, pas la semaine prochaine, on aura la rediffusion en podcast de notre conversation. Donc, tu iras sur Apple Podcast, sur Spotify. T'écoutes des podcasts un petit peu ? Oui, un petit peu. C'est vrai ? Et ben maintenant, en fait, tu vas prendre ton téléphone, tu vas mettre 5 étoiles, okay. Tu vas t'abonner, tu vas en parler à tout le monde. C'est clair. Voilà. Et sur LinkedIn, on peut suivre ça en live. Okay. Sur Twitch, on peut le suivre aussi en live. Et sur YouTube. Instagram si on a envie. En tout cas, on ne peut pas louper ces enregistrements et ces conversations hyper utiles et hyper inspirantes qu'on a avec des entrepreneurs qui ont éprouvé leur modèle. C'est ça aussi qui est important. Il s'avère que j'ai invité aussi à ce micro des entrepreneurs qui initiaient ces modèles. En disant, écoutez, après, à un moment donné, on va faire un peu les comptes et on va voir si ça a fonctionné ou pas. Malheureusement, les 2 personnes en fait que j'ai invitées ont mis la clé sous la porte. Bisque et Noé, mais 2 entreprises formidables. 2 entreprises formidables qui se sont confrontées à la réalité de leur secteur d'activité. Donc, Fabien Gastou et puis Anne-Laure Sylvestre, moi, je les salue et je salue tous les entrepreneurs, au moins, qui essaient. Voilà. Donc, on va avoir des invités formidables. T'as quelqu'un à me conseiller, d'ailleurs ? Probablement. On a pas mal d'entreprises avec des parcours un peu atypiques, très probablement. Ouais. Je dois te répondre maintenant. On fera ça en off. Ouais. J'ai quelques noms intéressants, des parcours en tous les cas qui sont hyper inspirants. Il y en a une qui me vient et je peux le dire en on, c'est Tiffany Turluche. Les boîtes d'Anémone, un parcours exceptionnel. Je te salue, Tiffany, si tu nous écoutes ou si tu vas nous écouter. En tous les cas, c'est un parcours hyper formidable et c'est une dirigeante qui porte beaucoup de conviction. Il faut absolument la rencontrer et l'écouter parce c'est une vraie personne formidable au-delà, en complément du fait qu'elle soit une super entrepreneuse. Bon, écoute, on va envoyer l'invitation. Je te remercie encore une fois, Karim, et je te dis à bientôt. Et je souhaite à Gwenag, évidemment, encore 10 ans d'existence. Merci, Fouad, et merci à vous toutes et à tous. À bientôt. À bientôt, au revoir. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce moment passé ensemble vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous savez à quel point la recommandation est puissante. Alors choisissez 1, 2 ou 3 personnes de votre entourage et montrez-leur la voie. Ce qui marche bien aussi, c'est de nous suivre. Donc, sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est de laisser un commentaire et c'est de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et si vous avez des idées ou des remarques à nous adresser ou si seulement vous avez envie de nous envoyer un petit mot doux, faites-le à l'adresse suivante: bonjour@parole-public.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet www.parole-public.fr. Tous les mois, vous y retrouverez du contenu inspirant et le lien vers le nouvel épisode du podcast. Je suis Fouad Souak et je vous dis à bientôt.